Les ASH sont plus qu'un magazine. Ils sont dans notre quotidien. Cet objet présent dans chacune de nos institutions, que l'on croise 1000 fois et que l'on cherche à chacune de nos questions sans réponse. Ils sont comme une évidence, un besoin hebdomadairement assouvi. Mais que sait-on de ce journal, de ses secrets de fabrication? Qui sont ceux qui le réalisent et comment? Puis, à l'heure d'un travail social en pleine mutation, quel doit être le rôle d'un tel magazine? Pour répondre à ces questions, et à quelques jours d'un colloque anniversaire, Céline Gargoli, rédactrice en chef du journal, et Jérôme Vachon, rédacteur en chef adjoint, sont les invités de cette émission. Émission durant laquelle vous retrouverez le Je lui dire de Julien Pernaut, la chronique de Dominique de Pléchem et le carnet sonore d'Hervé Laude. Bonjour à tous, le trottoir d'à côté de l'émission, depuis la rédaction des ASH, c'est parti. Alors, Céline Gargoli et Jérôme Vachon, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Merci de nous accueillir dans les locaux de votre magazine, les ASH, magazine qui fête donc son 60e anniversaire dans quelques jours. Alors Céline Gargoli et Jérôme Vachon, 60 ans, c'est le bel âge? Ah, c'est un âge merveilleux. Ouais. La vie commence à 60 ans, dit-on. Nous, on a un peu l'impression que notre vie commence, notre vie d'hebdomadaire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des sujets qu'on aura l'occasion d'aborder. Mais comme toute la presse, on est à un moment de mutation. Donc, 60 ans, c'est bien. Mais nous, on regarde aussi vers l'avenir. Et donc, il y a plein de challenges, plein de défis. Donc, oui, pour répondre à votre question, c'est un bel âge. Écoutez, j'embrayerai directement sur ce qu'a dit Céline. C'est vrai que moi j'étais présent déjà il y a 10 ans ou 50 ans et en 10 ans il s'est passé beaucoup de choses et je pense qu'il va s'en passer encore plus dans les 10 années qui viennent. On regarde plutôt effectivement vers l'avenir, même si pour cet anniversaire on a voulu regarder aussi vers le passé. On va y venir à cet avenir, on va aussi discuter un petit peu de ce passé pour comprendre un peu qui vous êtes. Mais on va commencer par le Je lui dire de Julien Pernaut qui est allé rencontrer des éducateurs, des travailleurs sociaux, des assistants dans des institutions, des étudiants pour savoir un petit peu comment ils percevaient votre journal. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est le bruit des rotatives. Des rotatives? Mais t'es où? Et je suis dans une imprimerie. Ok, on y va. Allez Marcel, Allez, au c'est journal. parti. Ça presse. Pour moi, les ASH, c'est la revue incontournable du secteur social. 1, 2, 3. Les ASH, je connais pas. Super. Non. Ben oui, je connais. C'est un journal hebdomadaire. C'est les actualités sociales. Une revue professionnelle spécialisée. C'est mon guide. Les ASH, pour moi, c'est le compagnon de ma route d'assistante sociale depuis 40 ans. L'ASH en 3 mots. Formation, veille documentaire et petite annonce. Pour moi, ça a déjà été étudiant, regarder les offres d'emploi, c'est pas perdre le fil avec ce qui se passe, et puis c'est découvrir des problématiques, des questionnements, voir des auteurs. Voilà, c'est ça les ASH. Il y a tout, il y a des cahiers juridiques, il y a tout ce qui se passe, dans le sanitaire, le social, voilà, une nouvelle loi, tout. Les ASH, c'est deux choses, une mine d'informations et une grosse frustration parce que je suis toujours en retard sur ma lecture. Je l'utilise, bien sûr, oui, je l'utilise pour actualiser mes connaissances. Alors il y a des annonces, bien sûr, et aussi... Tu sais, on a toujours un tableau récapitulatif de la valeur du SMIC, la hache, les derniers taux effectués. Donc voilà, en gros, c'est ça les ASH, hein, c'est vraiment l'actualité sociale, toujours à jour, et puis voilà quoi. Les ASH, pour moi, je crois la revue la plus lue par les professionnels de terrain. Quant au module de formation qu'on anime, c'est celles qui connaissent le mieux, où ils se repèrent le mieux. Tout juste. Tout. Non, je ne lis pas les ASH parce que je connais pas. Oh, de nos jours, le papier. Oh, tu me dis ça à moi, tu penses.
Malheureusement, je ne les lis plus trop, parce que j'ai plus trop le temps, mais je vais m'y remettre. Toute la presse écrite va mal, Internet c'est simple, a pris les lecteurs et Internet a pris les annonceurs. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Alors, les journaux font mal. Si la presse n'existait pas, Alors Céline Gargoli et Jérôme Vachon, il y a tout dans les ASH, mais il y en a encore quelques-uns qui ne connaissent pas les ASH. Alors comment est-ce que vous présenteriez en 2 mots ce magazine ? Je crois qu'il y a l'une des personnes interrogées qui a dit une revue professionnelle spécialisée. C'est ça, c'est-à-dire que on est l'outil professionnel de tous les professionnels du secteur, des secteurs, parce que nous visons tous les champs d'intervention des travailleurs sociaux, et on essaie de les accompagner à tous les moments de leur carrière. Alors effectivement, le pan recherche d'emploi, petites annonces, c'est quand même assez une marque de fabrique des ASH, mais après on les accompagne effectivement pour le suivi de l'actualité, avec les dossiers juridiques également. On essaie d'être effectivement l'outil incontournable où on trouve tout. Alors les ASH, c'est aussi un regard sur le terrain, puisque au-delà de l'actualité qu'on suit de très près, on essaie aussi d'avoir un regard plus à distance, alors à la fois par une rubrique qui s'appelle décryptage, où on analyse des tendances de fond, et puis aussi par des reportages, des interviews. On va voir sur le terrain, on va rencontrer les professionnels, les usagers aussi, on les fait parler, ça depuis plusieurs années, et on essaie de prendre la température de ce qui se passe dans les pratiques professionnelles, dans les institutions. Alors ça, c'est une habitude depuis pratiquement le début des ASH ? Non, alors la partie, on va dire, reportage est plutôt récente, parce qu'en fait, elle est apparue, elle est apparue il y a assez longtemps, mais elle a évolué, mais au tout début, non, c'était pas du tout présent dans les ASH. On va y venir à ce tout début avec Hervé. En 1955, René Ridet, qui était journaliste à Liaison Sociale, lui, et son épouse, Guite Aubin, qui était quant à elle surintendante d'usine, on dirait aujourd'hui assistante sociale en entreprise, sans doute, créent les actualités sociales hebdomadaires. Pourquoi, même si vous ne faisiez pas partie de l'aventure, vous êtes trop jeune pour ça, pourquoi ont-ils lancé les ASH et que souhaitait-il en créant ce bulletin d'études, d'information et de documentation sociale et médico-sociale ? Il souhaitait de toute évidence combler un vide, puisque c'était un champ tout à fait inexploré. Il y avait des revues comme Liaison Sociale qui existaient, mais qui s'intéressaient à la vie des entreprises en général. Or, nous savons tous que dans le secteur social et médico-social, on parle pas d'entreprise jusqu'à présent. Donc, c'est un champ absolument particulier, avec des problématiques particulières. Donc il fallait créer quelque chose, il y avait une demande, et cette publication créée en 55 a très vite trouvé son public. Alors à l'époque, c'était quasi exclusivement des assistantes sociales, c'est quand même la profession canonique à laquelle s'adressait notre publication, et puis des directeurs de structure, c'était les 2 publics, mais qui ont très vite répondu parce que justement il y avait une lacune d'information de ce côté-là. Alors oui, lorsqu'on regarde les premières unes, vous avez eu l'amabilité de nous en transmettre quelques-unes, c'est étonnant de voir les thématiques abordées. En fait, moi, j'imaginais pas qu'à ce moment-là, les ASH abordaient ce genre de thématiques. On peut voir dans une des premières unes un titre sur la loi cadre dans la métallurgie, les règles sanitaires concernant les toilettes, des lois concernant l'agriculture. Alors, à regarder ces unes, on a le sentiment d'un environnement totalement foisonnant, d'un monde en construction énorme. Alors, il faut savoir effectivement que un des fondateurs, vous l'avez dit, était journaliste à Liaison Sociale. À Liaison Sociale, c'était aussi ce type d'information qu'il traitait à l'époque et d'une certaine façon encore aujourd'hui dans Liaison Sociale quotidien. Donc je pense qu'il y avait un effet de similarité entre les 2 titres. Et puis donc la fondatrice était surintendante d'usine, c'est-à-dire qu'elle était dans le monde, elle, de l'entreprise, même si elle était assistante sociale. Donc je pense que ça se reflétait aussi dans les préoccupations de l'époque. Ouais. Alors on va revenir un peu sur ce parcours, sur ces 60 ans d'existence, avec la chronique de Dominique.
2015, donc, après ses 60 ans d'existence, les ASH restent un journal culte pour les travailleurs sociaux, avec un lectorat qui dépasse largement ses 34 000 abonnés. Comment comprendre ce succès ? Je vois une première raison. Les ASH sont reliés à leur époque, tant dans la forme que dans les contenus. En effet, à découvrir les premiers numéros qu'on évoquait tout à l'heure du journal en 1955, on mesure la transformation et le chemin parcouru des fondateurs à l'équipe actuelle. Les quelques feuillets renéotypés des premières livraisons sont un peu au journal actuel ce que la préhistoire est à l'histoire. Le journal, au moment de sa création, très proche des années d'après-guerre, est le reflet de son époque et des préoccupations sociales du moment, celles notamment concernant le logement, la salubrité, la pauvreté, la protection médicale, la métallurgie. Mais tout comme le travail social, ce journal a profondément évolué, il a su se transformer, s'étoffer considérablement, répondant en cela au développement concomitant des métiers, des structures et des organisations du travail social et médico-social. Aussi, pour être le témoin de son temps, il faut donc savoir se transformer, épouser son époque à partir de ses fondamentaux. La réussite des ASH dans ces différentes évolutions est certainement une seconde raison à ce succès. La revue a su, me semble-t-il, assumer le changement et perdurer, néanmoins, en restant relié à son projet d'origine. Le journal est resté fidèle à ses fondateurs, continuant à apporter une information dense, précise, rigoureuse et synthétique, touchant tous les domaines du social et articulant les préoccupations du terrain avec les arguments juridiques. Comme le dit Étienne Klein, changer, c'est être soi-même autrement. Mais il y a encore, à mon sens, une autre raison à son succès. Elle tient au fait que les ASH sont plus qu'un journal. La revue nous parle des us et coutumes des travailleurs sociaux. Elle fait lien entre eux, crée un sens commun. Ce journal traverse nos espaces familiers. On peut le retrouver partout où l'on va. Il nous ramène alors à du connu, à de la stabilité, à de la constance malgré le changement tout autour. Il nous décode un monde en mouvement, calme l'angoisse d'une perpétuelle urgence. Avec les ASH, il s'est installé pour le travailleur social comme une rencontre rituelle qui, au-delà de répondre à ses besoins d'information, de documentation et de recherche de travail, illustre ce besoin de l'ailleurs, pour penser ce que l'on fait ici et maintenant. Jean Rouy disait d'ailleurs que la question première à se poser était « qu'est-ce qu'on fout là ?» Les ASH proposent donc un ailleurs pour la pensée. D'ailleurs, j'avoue que pour moi, les petites annonces illustrent bien, les jours d'usure professionnelle, ce regard toujours possible sur les horizons nouveaux qu'elles permettent d'ouvrir. Le journal, par sa proposition hebdomadaire, donne le sentiment d'être en lien constant avec le mouvement du travail social, créant par là même une forme d'unification entre tous et contribuant à répondre à la question toujours prégnante de son identité. Les ASH installent alors une rencontre qui structure le changement en établissant un repère immuable tout en témoignant d'un mouvement. Reste à savoir si ce journal est ou devrait être un aiguilleur, un porte-voix ou être aussi un vecteur d'une posture engagée ou militante. C'est une question. L'arrivée d'un édito dans une prochaine maquette est-elle à souhaiter? Le colloque du 12 novembre sur lequel nous reviendrons joue-t-il ce rôle? Mais en attendant, joyeux anniversaire les ASH, vous voilà le fil rouge de bientôt 3 générations de travailleurs sociaux. Il nous reste à vous souhaiter l'éternité. Merci pour l'éternité, on le souhaite aussi. Vous voulez réagir, Jérôme Vachon? Oui, sur la question qui nous est posée, savoir est-ce qu'on devrait être un vecteur de prise de position, nous exprimer dans un édito. Jusqu'à présent, ça n'a jamais été la position des ASH. Je pense pas que ça le sera dans un futur proche, parce que notre position a toujours été d'être ce qu'on appelle équidistant. Alors, équidistant, ça veut dire qu'on essaie d'entendre tous les points de vue, tous ceux qui sont entendables évidemment. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas nous-mêmes de position. Et je pense que quand on sait lire entre les lignes le journal, on voit très bien où se situe la position du journal, mais on n'affiche pas, nous, clairement, une position politique, philosophique, etc. C'est pas notre rôle. On n'a pas à dicter aux professionnels ce qu'ils ont à penser. On est un journal professionnel d'information. Après, les gens sont assez grands pour se faire leur propre opinion. Mais, encore une fois, on porte des valeurs, et je pense que quelque part, toute la rédaction porte les valeurs du secteur aussi. On n'est pas tous issus du secteur, loin de là. Quelques-uns dans la rédaction le sont. Mais je crois que tous ont effectivement ces valeurs du secteur social quelque part ancrées en eux. Oui, Hervé. Oui, en regardant l'évolution des unes qu'on a évoquées là sur les 60 années, on peut revenir sur cette question de maquette, de ligne éditoriale, et
on voit que, notamment à un moment, l'hebdomadaire devient un magazine, puis intègre la formule magazine en cahier central un peu. Des nouvelles rubriques arrivent, comme l'ouverture à des expériences de terrain, paroles données aux acteurs, vous en êtes revenu. Qu'est-ce que vous pourriez noter comme dates marquantes qui peuvent expliquer les changements, soit sur la forme, soit sur les choix éditoriaux, et expliquer les évolutions, et dans quelle mesure elles se sont construites, soit avec une évolution du travail social ou une évolution du lectorat? Je crois que 1989, alors moi je n'étais pas présente dans la publication, mais c'est une date importante parce que c'est là qu'ont été jetés les principes de la ligne éditoriale, mais qui perdurent actuellement, hein, c'est-à-dire au-delà de l'équidistance, la rigueur, l'exhaustivité, exhaustivité, équidistance et réactivité. Merci. Donc ça c'est un moment important. D'autres dates un peu plus récentes, 1999. C'est très tôt, mais c'est la date à laquelle nous avons lancé le site internet. Il faut se remettre dans le contexte. Il y avait très peu à l'époque, de presse pro qui avait ce site. Jérôme Vachon, qui est ici, est le fondateur du site avec la directrice des ASH de l'époque, Hélène Morel. Le tournant numérique, si vous voulez, on l'a pris assez tôt. Et puis, 99, c'est aussi une époque de diversification puisque on lance les numéros juridiques, ces suppléments trimestriels qui creuse à fond un dossier. Autre date importante, 2004, lancement d'ASH Magazine. C'est là qu'on introduit de la photo. Alors à l'époque, c'était deux publications distinctes. Il y avait l'hebdo et puis il y avait le magazine qui était bimestriel, Jérôme. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut définir ces étapes-là comme des évolutions d'un groupe de presse qui sent que la presse doit évoluer et qui voit les magazines pas seulement réservés au travail social évoluer, qui voit l'arrivée d'Internet, mais est-ce qu'il y a eu, comme demandait Hervé, des modifications qui sont venues réagir à des évolutions du travail social? Je veux dire, par exemple, quand vous décidez de faire intervenir dans les pages décryptage des professionnels qui viennent parler du travail social, est-ce que à un moment donné, vous vous dites, il faut donner la parole parce qu'il y a ce besoin-là chez les travailleurs sociaux? Enfin, quel est le lien, au-delà de choix économiques liés à la vie de la presse, avec la réalité du travail social? Alors, c'est vrai que pendant longtemps, les ASH, c'était essentiellement de l'actu, semaine après semaine, et ce qui s'est introduit petit à petit et développé à partir de la fin des années 80, c'est effectivement le papier d'analyse. Mais pourquoi? Parce que l'environnement juridique se complexifie à cette époque-là, et ça n'a plus cessé depuis. Les couches législatives, réglementaires que tous les professionnels doivent à leur niveau quelque part assimiler s'empilent, et il nous a semblé important justement de continuer la mission d'accompagnement de ces professionnels en proposant des analyses et des décryptages. Donc effectivement, vous savez tous qu'on est dans un environnement extrêmement complexe et extrêmement changeant. Donc le magazine s'adapte et propose d'y voir un petit peu plus clair dans ce maquis-là. Donc ça fait des papiers plus longs, plus complexe. On va voir les gens, on les interroge. C'est le reflet de la complexification de l'environnement. Et puis on va aussi arriver, effectivement, je le disais tout à l'heure, les usagers, par exemple dans les reportages, où ils prennent la parole, et ça c'était une volonté très claire de notre part, parce que ça correspond à une évolution du secteur, c'est-à-dire qu'on sait tous la participation des usagers, ça sera d'ailleurs un des thèmes de notre colloque, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps, et donc on a anticipé, on va dire, ce mouvement-là, en essayant de leur donner la parole. C'est pas toujours facile, évidemment, de les entendre en tout cas quelque part. Alors, pardon, je vous en prie. Ça c'est pour l'évolution des rubriques papier, mais ou des séquences du papier. Mais pour ce qui est de l'évolution vers les supports numériques, honnêtement, moi je dirais pas qu'en 99 c'était la volonté d'un groupe, c'était pas du tout ça, et Jérôme pourra en parler. C'était la volonté de deux personnes de faire avancer le titre, de journalistes qui voyaient bien que l'environnement bougeait, que Internet c'était encore pas, ça n'avait pas pris la dimension que ça a aujourd'hui, mais c'était l'avenir. Et donc, on a Jérôme Vachon et Hélène Morel qui ont passé leur soirée, leur week-end à bricoler à l'époque un site qui tienne la route, où il y a un vrai contenu éditorial, voilà. Donc c'était une volonté individuelle, on va dire.
Alors il y a une date que vous ne m'avez pas citée, c'est 1994 si je me trompe pas. C'est le moment où le journal, qui était une entreprise familiale, est racheté par le groupe néerlandais, groupe international. Vous allez m'aider, Wolters Kluwer. Wolters Kluwer. Je vous remercie. WK pour faire simple. Tout à fait, comme un joueur de foot presque, mais c'est plus lui. Un groupe à donc dimension internationale qui possède une multitude de titres. Alors on imagine que l'entrée dans un tel groupe entraîne aussi des modifications structurelles. Mais au niveau du regard sur le travail social, appartenir à un groupe international, est-ce que ça vous a obligé à vous décentrer de la vision franco-française? À vrai dire, non, parce que le travail social, c'est en Europe, c'est une organisation très nationale finalement. Il y a des travails sociaux, si je peux m'exprimer ainsi. Les législations, les réglementations sont toutes très différentes. Donc on n'a pas été amené naturellement à aller voir ce qui se faisait dans les pays adjacents. Il se passe déjà beaucoup de choses en France. Avec nos petits bras, c'était déjà suffisant pour nous. Alors, on s'y intéressait très ponctuellement, hein, ça peut nous arriver d'aller faire des papiers à l'étranger. On avait fait aussi un numéro spécial d'ASH Magazine, uniquement fait dans d'autres pays européens. Mais bon, voilà, c'est pas une demande en tout cas en plus de notre lectorat. Ça serait intéressant à titre documentaire, je dirais, mais pas plus. D'accord. Dominique, pardon, je vous en prie. Je voulais juste ajouter une précision sur la place des ASH dans le groupe international Wolters Kluwer. C'est-à-dire que, alors déjà, les ASH, dans la branche française du groupe Wolters Kluwer, est un peu un ovni, c'est-à-dire que nous avons un public absolument particulier, qui est celui des travailleurs sociaux. Nous appartenons aussi à une division, qui est la division presse, qui est minoritaire dans la branche française, mais la presse est aussi extrêmement minoritaire dans la branche, enfin dans l'ensemble international. Wolters Kluwer, c'est essentiellement actuellement un éditeur de logiciels. Voilà. Donc on est un petit peu des ovnis dans une branche française qui est un petit peu une ovni dans le sens où elle a quand même pas mal de titres de presse. C'est le village d'Astérix. Voilà, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Dans les autres titres de presse de Wolters Kluwer France. Comme qui par exemple? Et voilà, il y a Liaison Sociale qui fait partie aussi du groupe Entreprise et Carrière, donc ils sont deux titres phares aussi de la maison. Il y a les éditions Lamy, bon ça c'est pas de la presse. Sinon pour ce qui est de la presse, il y a aussi des titres dans le secteur du tourisme, du transport et de la logistique. Voilà. Par exemple, la France Route, qui est un titre dédié aux transporteurs, qui organise, par exemple, il n'y a pas très longtemps, les 24 heures du Mans Camion au Mans. Vous voyez, donc on est dans des univers professionnels très différents quand même. Et vous vous rencontrez, vous avez des temps de travail ensemble ou vous êtes complètement séparés? Eh bien non, on n'est pas séparés. Depuis que nous sommes réunis au sein d'une division presse, donc ça va faire 2 ans. Déjà géographiquement, nous sommes tous au même étage, donc nous nous croisons. Et puis, je vous livre un scoop. Nous allons sortir tous ensemble un numéro un peu particulier qui sera un supplément aux ASH en ce qui nous concerne, qui sera transversalement réalisé par toutes les rédactions presse, qui portera sur les enjeux de l'économie dématérialisée, on va dire ça comme ça. Voilà. L'e-économie. L'e-économie, enfin le supplément va s'appeler Weeconomie. Oui, parce qu'il y a toute une dimension collaborative. Et donc voilà, ça c'est une initiative qui montre que nous sommes dans un groupe multipresse. Ce qui nous réunit, c'est qu'on est tous des titres de presse professionnels. Ouais. Voilà, ça c'est clairement une identité forte qui ne changera pas d'ailleurs. Alors Jérôme Vachon, vous parliez des petits bras qui font ce magazine. On va essayer d'en savoir plus avec Dominique. Alors en 2015, comment ça se tricote un numéro des ASH? Vous en êtes rédactrice en chef, rédacteur en chef. Quels sont les autres membres de l'équipe qui sont autour de vous? Enfin... À la rédaction, nous sommes 16. 16, comprenant les rédacteurs, l'équipe de secrétaires de rédaction et maquettistes, la correctrice. Voilà, nous sommes 16 pour faire cet hebdomadaire. Pour les suppléments juridiques, il y a 3 personnes. Donc en tout, ça fait une équipe globale d'une 20aine de personnes. Et là, je ne parle pas des pigistes, puisque nous avons aussi un volant, je dirais, je ne sais pas compter précisément, je pense qu'il y a une quinzaine peut-être, tout confondu, pigistes, qui sont des signatures des ASH, souvent là depuis très longtemps, mais qui ne sont pas présents physiquement, qui sont en reportage, ce sont des fidèles. Donc ça, ce sont les forces en présence. Alors après, comment on fait ce journal? Très prosaïquement, ça commence le jeudi matin, réunion de rédaction, où
l'ensemble des rédacteurs présents mettent en commun l'actualité de la semaine qui se profile. On échange toutes les infos, telle conférence de presse, tel texte qu'on attend, telle annonce d'un plan gouvernemental prévu. Donc on met tout en commun, on annonce à l'ensemble des équipes les papiers froids, les papiers du magazine, les reportages, etc. Voilà. Et puis le jeudi et le vendredi, donc c'est consacré aux enquêtes, à la rédaction des dossiers juridiques. C'est une période où les gens rentrent dans leur dossier, on va dire. Et puis du lundi au mercredi, puisque le mercredi c'est notre bouclage, du lundi au mercredi, les gens travaillent sur l'actualité. L'un des piliers de la ligne éditoriale, c'est la réactivité, soit en rubrique qu'on appelle côté court, soit en côté terrain. Côté court, c'est en gros l'actu institutionnelle, les annonces gouvernementales, les rapports qui émanent d'institutions officielles, etc. Et puis côté terrain, c'est la vie du secteur, les réactions associatives à tel projet ou des initiatives associatives, voilà. Et donc on alimente ces pages jusqu'au la limite du bouclage, c'est-à-dire en gros jusqu'à 16h le mercredi. Et puis après, c'est fini. Et puis on recommence le jeudi matin. C'est un rythme, soutenu. Extrêmement soutenu. Voilà, on est tous, notre rythme de vie est calé sur le rythme de l'hebdo, quoi. Et alors un deuxième rythme vient se greffer en fait un petit peu de façon sous-jacente, c'est le rythme des papiers froids que Céline citait à l'instant, donc les papiers magazines pour l'essentiel. Donc ça c'est des papiers qui sont préparés sur un plus long terme, puisque on les commande 2-3 mois à l'avance, on travaille sur les sujets de façon plus approfondie. Que ce soit les papiers d'analyse, que ce soit les interviews ou les reportages. Participe aussi un pool de photographes qui font partie des pigistes en réalité, ce sont des photoreporters qui sont là aussi des signatures des ASH depuis longtemps. D'ailleurs un petit coup de promo, on a créé pour ces 60 ans une exposition en ligne qui est visible sur le site avec nos photographes. Donc ils ont gracieusement choisi chacun 4 photos des reportages qu'ils avaient fait pour les ASH, qui leur paraissaient signifiantes, intéressantes, percutantes, et donc voilà, on pourra aller les voir. Et donc ce rythme magazine, lui, avance un peu différemment, mais effectivement, il se recale aussi toutes les semaines, puisque je crois que les papiers paraissent chaque semaine. Merci. Pour approfondir aussi sur ce rythme magazine, on a parlé d'au moins 34 000 abonnés, mais donc beaucoup plus de lecteurs, de la petite enfance au grand âge et à la dépendance, c'est tous les secteurs confondus du social et du médico-social. Alors, comment, notamment pour les papiers froids et tout l'aspect magazine, comment finalement se fait le choix du thème, du numéro à paraître, ou du hors-série ou supplément juridique? Comment on arbitre les suppléments juridiques, je mets de côté, c'est ça un cas de figure un peu particulier. Pour ce qui concerne par exemple les sujets de reportage ou les sujets de ce qu'on appelle décryptage, qui sont les papiers d'analyse, c'est un peu l'air du temps. Je dirais c'est le travail du journaliste, c'est de sentir ce qui peut potentiellement intéresser le lecteur. C'est aussi tous les sujets qu'on reçoit, parce que nos pigistes nous envoient des sujets, ils savent ce qui nous intéresse. Beaucoup de gens aussi maintenant nous envoient des informations, notamment via le site internet. Ils nous disent je fais telle chose, mon établissement fait telle chose, c'est intéressant, venez voir. Voilà. Et donc très souvent, on essaie de répondre oui autant que possible si le sujet nous paraît intéressant. Et donc de plus en plus, on s'appuie sur ces retours. Et puis ça peut être aussi, on lit quelque chose, on rencontre des gens. C'est vraiment ça, c'est le nez du journaliste qui est en action là. Alors justement, ce nez, vous le travaillez comment? Parce que vous venez de nous dire ce rythme effréné, vous ne devez pas beaucoup sortir de ces locaux pour réaliser ce magazine. Alors comment vous faites pour sentir ce qui se passe sur le terrain? Vous avez des contacts avec des professionnels que vous contactez habituellement pour avoir des informations, voir comment les choses évoluent? Comment vous arrivez à trouver les tendances, les acteurs qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller interroger? Alors, déjà, c'est vrai qu'on a une équipe très stable, c'est-à-dire que les gens qui sont en poste actuellement, les journalistes, sont là depuis plusieurs années. Enfin, il n'y a pas beaucoup de turnover aux ASH. Et donc, le corollaire, c'est que ils ont un carnet d'adresses, c'est-à-dire que l'équipe rédactionnelle, en gros, est organisée en 2 secteurs. C'est-à-dire qu'on a 5 personnes qui ont la caractéristique d'être juristes de formation. Donc eux, ils alimentent les pages juridiques. Donc eux, leur point de contact, ils sont dans les administrations qui rédigent les règlements essentiellement. Donc c'est par ces contacts qu'ils récupèrent l'information sur les
textes apparaître ou parus mais pas tellement diffusés, etc. Donc voilà, ça c'est cette expérience-là qui permet de créer la richesse du journal. Et puis côté terrain, les journalistes ne sont pas juristes de formation, mais sont journalistes parce que dans ce secteur elles sont féminines. Elles ont des contacts dans les associations, dans les institutions aussi, et voilà, elles sont repérées comme des journalistes des ASH, et c'est vrai que les informations leur viennent très facilement, puisque effectivement on a l'image de journal de référence du secteur, et donc les gens ont le réflexe de venir vers nous pour nous signaler tel aspect où il faudrait peut-être enquêter parce que il y a peut-être un problème qui se dessine. Enfin, donc c'est vrai que notre position de titre phare du secteur fait que les informations viennent assez facilement à nous, et même parfois un peu trop. Dominique, oui, disait que vous aviez 34 000 abonnés. C'est une question toute bête qu'on s'est posée. Alors c'est un petit peu moins maintenant, c'est 31 000. Hein. Le dernier OJD, c'était ça. Le chiffre de 2013, je crois. Voilà, c'est 31 000. 31 000. On avait une question vraiment toute bête qu'on se posait juste avant l'émission, c'est pourquoi est-ce qu'on retrouve pas les ASH en bas de chez nous? Ça serait absolument pas rentable pour nous, la vente en kiosque, c'est extrêmement onéreux, c'est compliqué à mettre en place, et on aurait des piles d'invendus. Vous voyez les kiosques actuels, vous voyez le nombre de journaux qu'il y a pour ressortir, pour être visible déjà, c'est compliqué, et après il faut trouver son public. Donc dans le groupe il y avait, je sais plus où ils en sont, donc quelques titres qui sont en kiosque, mais c'est une vraie bataille. Pour nous, titre professionnel, action sociale, ça n'a aucun intérêt. D'accord. Dominique, je vous en prie, Dominique. Comment vous entendez cette baisse d'abonnés, justement? On est dans le grand maelstrom qui touche tous les titres papier. Hein. Et du coup, Internet prend le relais? Alors, mais on est depuis quelques années dans une période charnière et de recherche. Hein. C'est-à-dire que effectivement, on cherche par tous les moyens à retenir, en développant des formules web, notre lectorat. C'est compliqué pour tous les titres. Ça nous occupe beaucoup, si vous voulez. Voilà. À ça s'ajoute aussi la crise des finances publiques, hein, puisque les pouvoirs publics et par je dirais rebond, les associations manquent de moyens, donc forcément il y a des coupes budgétaires, et donc on en souffre également, mais toute la presse professionnelle du secteur, hein, puisque là où on avait 10 abonnements, il y en a peut-être 2 de moins, voilà. Donc bien sûr. Alors vous nous l'avez dit, votre ligne éditoriale peut se résumer à 4 mots: rigueur, exhaustivité, réactivité, équidistance. Et puis vous nous avez dit aussi que il y a une rubrique star aussi depuis de longues années dans ce magazine, c'est les fameuses pages emploi avec les annonces. Alors Hervé Laude est allé se renseigner un peu sur comment on fait ces pages stars. Le carnet sonore. Mon carnet, mon dictaphone. Carnet sonore. Décider de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort de le comprendre. Le carnet sonore. Oui, c'est un carnet sonore qui constitue un complément plus qu'un contrepoint habituel dans l'émission. En effet, on a voulu singulariser la place de la rubrique emploi-formation. On l'a entendu dans le son de Je vous dire tout à l'heure. Et donc pour cela, c'est Olivier Deroche, qui est directeur commercial des annonces classées, et Anne-Sophie Gallon, directrice clientèle de la rubrique emploi-formation, qui m'ont répondu, comme vous ce soir, en duo. L'impression que c'est une tendance ici chez vous. C'est agréable en tout cas. Donc une des premières questions, c'était de savoir si les ASH ont un rôle de soutien et de conseil aux recruteurs au-delà de l'effet de large diffusion. La marque ASH au sens large, au-delà même de la partie recrutement, c'est qu'on a la mission de faire passer tous les messages du marché, donc aussi bien pour tout ce qui va être ressources humaines, évolution du marché, évolution des tendances, qu'effectivement on a un rôle qu'on prend très au sérieux de vecteur de communication et pas simplement, je dirais, de support et de mise en relation simplement sur des annonces classées. Essaye aussi de rendre attractif en fait les annonces d'offres d'emploi en aidant les structures à présenter leur structure et à se différencier les unes des autres pour en fait faire sortir leur marque employeur. Donc l'idée c'était aussi de savoir si avec ce volume d'annonces, ils ont une idée du retour du côté des recruteurs
Est-ce que faire paraître une annonce dans les ASH, c'est aussi s'assurer l'effectivité d'une embauche et quel type d'embauche auquel on arrive finalement? C'est-à-dire qu'il y a une grosse fidélisation. À partir de là, une grosse satisfaction. C'est vrai qu'on a la chance d'être sur un support qui n'est pas simplement un observateur du marché, mais qui en fait partie réellement, qui est apprécié par surtout les structures, et donc du coup efficace en termes de recrutement. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des clients très très réguliers qui, sur une même année, vont nous solliciter pour une dizaine d'embauches. C'est très rare qu'un recrutement n'aboutisse pas. Et s'il n'aboutit pas, on a un retour de toutes les manières de la structure qui va nous appeler en nous disant voilà, qu'ils ont un problème de rendement en fait. Alors il y avait un autre problème vis-à-vis des annonces d'emploi dans les établissements, c'est bien connu, c'est que trop souvent les directeurs notamment captent les ASH, donc on peut pas avoir accès si on n'est pas directeur aux fameuses annonces notamment. Donc c'est vrai que le site internet a peut-être ouvert ça aussi, et ma question c'était de leur demander quel impact a eu la mise en ligne des annonces sur la typologie des annonces ou autre. Il y a plus de management. En fait, il y a vraiment un accent mis sur le management dans les missions de diriger, dans les missions de direction et de chef de service. Donc là, vous répondez surtout sur les terminologies nouvelles qu'on voit apparaître, et on y vient sur les questions de la mise en ligne. On va avoir un public plus large. Aujourd'hui, le web commence à se démocratiser sur tout le territoire. Donc c'est vrai qu'on va avoir des typologies d'utilisateurs et des classes d'âge légèrement différentes entre l'abonné habitué à sa version papier, avec également quelqu'un qui va être beaucoup plus sur la portabilité de l'information sur le web. Donc ça nous offre un complément et ça nous permet de toucher une population encore plus large, donc d'avoir un choix de profil plus important. L'idée aussi, c'était de voir comment, à travers les annonces, est-ce que la lecture des annonces, implicitement, permet de faire apparaître que des nouveaux profils de candidats viendraient sur ce secteur, s'intéresser au travail social, soit sur des fonctions support, soit en accompagnement de proximité. Est-ce qu'il y a un mouvement d'intérêt particulier que eux peuvent tracer au travers des annonces? La tendance, en fait, c'est que effectivement le marché du travail en général est beaucoup plus difficile. Et c'est vrai aussi, on le voit aujourd'hui dans l'évolution de notre société, on devient quand même plus ouvert sur les problématiques. Donc, je pense qu'elles viennent via l'écologie, puis l'intérêt après de l'humain. Et on voit effectivement beaucoup de profils hors cette sphère du médico-social s'y intéresser de plus en plus. Donc, que ce soit par un engagement personnel, par une histoire personnelle qui vous touche, ou par des métiers maintenant qui sont nouveaux, comme tout ce qui va être aide à la personne, aide à domicile qui se développe. Donc, qui tentent aussi certaines personnes qui justement veulent évoluer et changer de métier. Donc on le voit, de nouveaux profils s'intéressent à cette situation et portent intérêt au secteur social. L'idée aussi, c'était pareil, par ce prisme des annonces, voir les mutations éventuelles que eux perçoivent du secteur qui est en reconstruction, en tout cas en évolution constante. La partie la plus importante sur les ASH en termes de recrutement, qui représente à peu près un tiers, ça reste tout ce qui va être donc accompagnement au sens large, ça veut dire tout ce qui va être aussi éducatif. En termes de volume d'annonces, le plus important, la partie dirigée, dans laquelle on va retrouver des postes d'encadrement, puisque là aussi, on voit assez facilement quand même que de nombreuses associations se structurent, s'associent et du coup ont besoin effectivement d'encadrement et c'est une partie qui devient plus importante. Sur un plan à peu près équivalent, tous les métiers de gestion, d'administration et puis vraiment ce qui est plus tourné vers le médical. On le voit, après la professionnalisation de l'action d'accompagnement, on est passé aujourd'hui au stade de la gestion de grosses structures associatives. Évidemment, il y a d'autres métiers qui sont nécessaires à ce moment-là. Enfin, je suis revenu sur le fait que les ASH ont organisé en octobre un salon de l'emploi qui s'est tenu à la mairie du 13e, qui a remis au goût du jour à ce moment-là la rencontre directe au-delà du papier et de l'internet et des échanges, qui a permis des échanges autour de besoins du secteur de l'enfance, lors de tables rondes, de réinsertion, de la dépendance, du milieu du handicap. Et donc, je vais demander quel était le résultat et l'intérêt principal qu'on peut retenir d'une telle manifestation. Déjà, effectivement, c'est un très très beau succès parce que le visitorat qui était déjà important l'année dernière pour une première a quasiment doublé.
C'est que la volonté aussi des ASH est d'être un acteur, de participer à la vie de ce marché. Ce qui est bien, c'est qu'on fait parler de ces métiers qui sont des métiers qui ne sont pas forcément bien connus. Et à travers un salon comme le salon de l'emploi, on peut donner envie à des gens en fait de connaître ces métiers et de travailler dans ces métiers. C'était le carnet sonore de Hervé Laude. Oui, voilà, donc on entend effectivement qu'au-delà de la simple mise en relation d'un chercheur d'emploi et d'une entreprise ou d'une association du secteur de travail social, on voit bien que toutes les fonctions et toute l'évolution qu'on peut tracer. Comment vous, au niveau de la rédaction, les choses s'articulent aujourd'hui qu'il y a ce type de forum? On a bien vu que sur le forum, il y avait et la rencontre recruteur et candidat, mais il y avait aussi tout un côté table ronde qui était animé d'ailleurs par plutôt quelqu'un de la rédaction. Donc je voulais connaître un peu l'articulation de ces deux pôles. Effectivement, le salon de l'emploi, c'est un moment important où nos deux services collaborent tout naturellement. C'est pour la partie effectivement mise en relation recruteur et demandeur d'emploi, c'est plutôt la partie d'Anne-Sophie Gallon et Olivier Desroches. Mais nous, à la rédaction, nous souhaitions nous saisir de cette occasion, de cette rencontre et de l'affluence qui... Durant cette journée. L'affluence, de nous saisir de l'affluence de cette journée pour proposer des tables rondes thématiques sur les différents champs, donc personnes âgées, exclusion, petite enfance, handicap et métiers de direction, et où on allait un peu plus dans l'analyse en fait des enjeux, des mutations à l'œuvre, etc. Donc effectivement, Isabelle Sarrazin, qui est rédactrice en chef adjointe, avait convié un certain nombre de professionnels qui venaient expliquer, alors chacun dans son domaine, les besoins de recrutement, les problématiques qu'ils rencontraient, et puis il y avait des points de vue un peu surplombants sur l'emploi dans le secteur de la petite enfance, etc. Donc ça fait un complément parfait, puisque nous apportions les éléments de fond au visitorat. Et ça a eu un succès phénoménal. On pouvait plus rentrer dans les salles des tables rondes. Tous les gens voulaient assister à ces entrevues. Alors nous avons été témoins de ce succès puisqu'on peut retrouver des interviews que nous avons réalisées durant ce salon. Alors il y a eu ce salon et son succès. Et il y a maintenant le colloque du 12 novembre à venir. Colloque intitulé « Avec les usagers, inventer des pratiques plus démocratiques, former, réorganiser, coordonner ». Alors pourquoi vous avez eu envie de fêter vos 60 ans par un colloque? Eh bien parce qu'on ne l'avait jamais fait, tout simplement. Et puis voilà, les ASH, je pense que ça a assez été dit dans cette émission, c'est un titre phare, mais on nous voit jamais, nous journalistes, enfin voilà, c'était l'occasion de donner une visibilité autre à notre travail, de marquer le coup, parce que 60 ans c'est quand même pas rien pour un titre de presse. Donc on s'est dit allons-y, faisons un colloque. Donc ce sera dans un lieu magnifique à la Cité internationale étudiante. C'est un test, c'est la première fois qu'on organise une telle manifestation. Voilà, on est plein d'espoir. Sur Machon. Oui, c'est pour donner effectivement davantage de visibilité au titre. Pour l'anecdote, par exemple, moi, il m'est déjà arrivé de rencontrer des lecteurs qui pensaient de bonne foi qu'on était un organe ministériel ou un organe public. Enfin, et donc ils n'avaient pas tout à fait percuté qu'on était effectivement un journal indépendant. Donc c'est aussi cette indépendance d'esprit qu'on veut faire valoir. C'est aussi un peu pour ça qu'on a choisi ce thème, parce que donc vous avez cité le thème avec les usagers entre guillemets, ouais. Puisque voilà, la question se pose de cette terminologie qui est très discutée aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur le choix du thème. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la question de l'équidistance et de votre désir de ne pas être porteur d'un discours, mais de donner à voir les discours des autres, même si vous avez des valeurs et même si vous dirigez peut-être via vos différentes thématiques le lecteur vers des opinions, vers des manières de voir qui sont peut-être plus proches des vôtres. J'ai été estomaqué, alors vous avez vraiment réussi un coup extraordinaire, parce que quand on regarde les titres des différentes tables rondes,
on retrouve toutes les thématiques qui sont dans le plan d'action en faveur du travail social et du développement social. Alors vous devez vraiment être super bien informé, parce que la question de l'usager comme acteur, l'usager comme formateur, le travail collectif, le sens du travail collectif, du développement social aussi, vous êtes pile poil dans les thématiques du moment. Alors, je dirais, ce programme, il a été élaboré en février, je crois. Voilà. Nous l'avons élaboré en février, et effectivement, à l'arrivée, on se retrouve exactement dans les principales lignes du plan présenté par Ségolène Neuville le 21 octobre. Pourquoi ? C'est parce qu'on est bon. Non mais effectivement, nos rédacteurs, nos journalistes, ils sont en permanence en lien avec les organismes importants du secteur, et ils savent bien les problématiques qui sont en train d'émerger. Et la question des coformations avec les usagers, ça fait quelques mois que ce sujet monte. Donc ça nous a semblé important de consacrer une table ronde à ce sujet. Bon, le développement social, ça, on n'a pas besoin d'avoir inventé l'eau chaude pour savoir que c'est quand même une préoccupation importante des travailleurs sociaux et des collectivités locales. Donc, autre table ronde, c'est un suivi attentif des remontées du terrain qui fait que on a élaboré ce plan. Alors, oui, c'est le plan de notre colloque. On n'a pas élaboré le plan de Madame Neuville, encore que ils nous lisent au ministère. Donc, ça faisait un certain temps qu'on annonçait le. Non, mais je n'irai pas jusque là. Mais voilà, c'est un effet de cohérence avec ce qui nous remonte. Voilà. Vous êtes bon, il y a pas de souci là-dessus, mais est-ce que c'est aussi parce que c'est le travail social que vous avez envie de défendre et qui il est en adéquation avec le travail social qui est en train de se mettre en place aussi? Nous sommes essentiellement un miroir. C'est le travail social que veulent défendre les professionnels pour la plupart d'entre eux. Donc pour le résumer, je pense qu'on peut quand même dire que les ASH, on est plutôt proche d'un travail social de l'humain, je dirais, de l'accompagnement, mais ce qu'est naturellement le travail social. On n'est pas dans une vision du travail social entre guillemets technocratique ou gestionnaire. Elle existe forcément, mais ce qui compte au bout du compte, c'est vraiment l'accompagnement. Ce sont les personnes, et c'est ça qu'on veut montrer à travers cette thématique de l'usager, qui pour nous n'est pas du tout un terme péjoratif, même s'il peut être discuté. L'usager, c'est la personne qui je répète, au bout du compte, est le sujet, et non pas l'objet des politiques sociales. Alors Jérôme Bachon, mais vous qui portez les pages rencontres, il y a aussi ce choix des gens que vous allez lire et dont vous allez conseiller à la lecture. Comment vous faites ces choix-là aussi? Sur tout ce que je reçois, c'est encore une fois, c'est un peu mon nez à moi pour le coup, mais on en discute évidemment ensemble, parce que je choisis pas tout seul dans mon bureau. On a des conférences de rédaction. C'est ce qu'on m'envoie, c'est ce que les éditeurs m'envoient, c'est les informations que j'entends ici et là, et après effectivement c'est ce qui fait écho à ma propre sensibilité, à ma propre philosophie sans doute. Il y a peut-être certains intellectuels qu'on ne verra jamais dans les pages des ASH. Vous voulez pas dire non? Non, mais je pense pas à un nom particulier pour tout vous dire. Mais on essaie en même temps de donner la parole à tout le monde. Ces pages rencontres, elles sont faites surtout dans un but pédagogique, je dirais. C'est pas du tout un objectif de faire passer nos idées à nous. C'est de donner à penser aux professionnels. C'est-à-dire que moi, comme le disait Céline, on est un peu le miroir. Moi, je me fais l'écho de la parole d'un certain nombre de chercheurs qui vont bien au-delà du secteur social dans cette rubrique-là. Oui. Et ce que j'espère, c'est que les gens puissent entendre une pensée en action. Quelque chose, une manière de penser le monde. Après, encore une fois, ils en font ce qu'ils en veulent. Hervé? Oui, une autre entrée aussi, c'est la dimension libre tribune. Et effectivement, qui peut parfois d'ailleurs d'une semaine à l'autre ou 3 semaines après, on a la réponse. Donc ça c'est, en tant que lecteur, c'est parfois drôle de voir un peu les prises de position. Comment les tribunes libres vous arrivent? Est-ce que vous avez une méthode ou des codes à transmettre à ce moment-là, et quel rôle de modérateur éventuel vous jouez ou pas? Alors sur la rubrique Vos idées, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle,
Donc, nous la voulons la plus ouverte possible. Le seul, l'un des critères principaux, c'est que il y ait un vrai effort d'élaboration conceptuelle. Bon, c'est peut-être un mot un peu fort, mais nous ne mettrons pas en tribune libre des réponses lapidaires à des articles qui sont parus, répond par 3 lignes à un texte qui a élaboré pendant 2 pages une théorie. Ça nous paraît pas fair play. Donc, du moment qu'il y a une réflexion en lien avec les politiques d'action sociale, c'est quand même assez large, que la personne qui nous propose ce texte a élaboré quelque chose et qu'il y a des arguments, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qui est défendu, dans la limite de la loi. Hein, c'est vrai que les opinions antisémites ou racistes, tout ça, on passe pas et on en reçoit très peu. Mais enfin, des fois, il y a des mises en cause personnelles de certains acteurs connus du secteur social. Bon, tout ce qui est dans ce qui serait diffamation, on passe pas évidemment. Mais voilà. Après, tout texte argumenté qui vraiment a fait l'effort d'élaborer une pensée est susceptible de passer. D'accord. Et avec les limites de volume, évidemment, parce que personne n'est prêt à lire 10 pages d'affilée. Plus que 140 signes, quand même. Mais plus que 140 signes, 2 pages. Alors, j'ai pas en tête 2 pages, c'est quand même énorme. On a le temps vraiment de dérouler une pensée. Mais en fait, je vous donne un petit secret sur le travail journalistique. Pourquoi on choisit tel ou tel sujet, c'est parce que c'est celui qui nous intéresse. Voilà, je dis tiens, moi j'ai envie de lire ça dans les ASH. Eh ben voilà, on va le traiter. Et on pense que si le sujet nous intéresse nous, il y a de fortes chances qu'il puisse quand même intéresser nos lecteurs. Alors évidemment dans certaines limites, mais voilà, c'est quand même un des arguments de vente qu'on peut avoir. Alors Céline Gargoli et Jérôme Vachon, pour la dernière question de cette émission, je vous demande d'accueillir Philippe Fabry, qui est un chroniqueur de la radio et qui a publié il y a très peu de temps un article justement dans les pages Vos idées. Une dernière question, Philippe. Oui, alors c'est une question un petit peu compliquée que je vais essayer de simplifier. Une dernière question, Philippe. Oui, alors je crois que vous êtes un miroir aussi involontaire par vos annonces, parce que moi je vois comme formateur en travail social qu'il y a des terrains qui sont en crise. Je prends un exemple, je lisais dans le 93, 350 enfants placés, 80 renvoyés cette année. Et dans ces structures qui renvoient à tour de bras, on a un turnover aussi des professionnels. Donc, ces structures qui renvoient, elles embauchent, et ça vous le voyez vous dans ces annonces, et vous avez une vision peut-être de secteurs qui sont en difficulté avec cette usure professionnelle, ce turnover important et donc ce recrutement permanent. Est-ce que vous en faites quelque chose dans vos analyses ? On essaye dans nos décryptages, effectivement, d'aborder la question de temps en temps des conditions de travail. C'est vrai qu'on sait tous qu'il y a des secteurs où les difficultés que rencontrent les salariés de l'action sociale sont plus aiguës. Donc, on essaie d'en rendre compte, mais c'est vrai qu'en vous écoutant, je me dis peut-être on le fait pas assez, effectivement. C'est vrai qu'on prend probablement pas suffisamment le temps de regarder ces annonces, de les décrypter, encore une fois, parce que ça revient souvent. On essaie aussi effectivement de temps en temps de faire une grande enquête sur un sujet, souvent anglais vers les travailleurs sociaux. Donc on a fait sur les seniors, on a fait sur les jeunes, sur les étudiants. Et c'est là où on s'est rendu compte, par exemple, que beaucoup d'étudiants en travail social tiraient le diable par la queue. Ouais. Certains vivent dans leur voiture. Enfin, c'est quand même compliqué. Donc toutes sortes de choses qui, en temps usuel, nous échappent un peu, parce que c'est vrai que, vous voyez, on est dans nos bureaux, en tout cas pour ce qui concerne Céline et moi, on en bouge assez peu, malheureusement. On a du mal à percevoir parfois la réalité crue du terrain, et donc on a besoin aussi que nos lecteurs nous fassent remonter ce qu'ils vivent. Mais elle nous parvient aussi, au-delà de la question des petites annonces, cette réalité du terrain et les difficultés que rencontrent les professionnels, elle nous parvient beaucoup plus facilement avec le développement des outils numériques, puisque effectivement dans la dernière refonte de notre site, il y a quelques années, peut-être 1 ou 2, on a instauré un système où les gens peuvent nous faire remonter des informations. Et qu'est-ce qui remonte? Effectivement, assez souvent, nous, on est travailleurs
sociaux dans tel secteur, dans tel département, fait une manifestation pour protester contre telle mesure, etc., etc. Donc, on essaie d'en faire quelque chose. Notre site internet nous permet d'être plus réactif, d'aller plus dans les infos locales. On ne peut pas rebondir sur toutes les infos qui nous parviennent parce que voilà, on n'a que des petits bras, comme dirait Jérôme. Mais on essaie et puis voilà, on va continuer. Mais vous avez raison, ces messages de détresse, même si le mot est un peu fort, mais en tout cas de désarroi, on peut constater qu'ils sont de plus en plus nombreux. Voilà. Merci Céline Cargoli et Jérôme Vachon. Merci à vous. On se retrouve le jeudi 12 novembre donc pour ce colloque avec les usagers à la Cité internationale universitaire de Paris. Il reste des places. On peut encore s'inscrire jusqu'au dernier moment. Je peux donner l'adresse du site de l'ASH. Allez-y, c'est ash.tm.fr et dessus donc il y a un lien qui renvoie vers le site d'inscription au colloque. D'accord. Vous pouvez retrouver cette émission et tout le reste, aussi des interviews qu'on va réaliser le 12 novembre sur notre site www.trottoir-dacote.fr. N'oubliez pas notre page Facebook. À la réalisation aujourd'hui, il y avait Christophe Roqueplan, Nathalie Aubry et Julien Pernaud. Voilà, c'était le Trottoir d'à côté l'émission et ça fait du bien de se parler.